Quelques éléments peut-être pour présenter cette recherche. C'est une recherche donc, qui a couru sur 2 ans, 2020-2022. Elle s'est en fait essentiellement déroulée à travers une enquête qualitative. Bien sûr, il y a eu tout un recueil de documentation interne, d'archives, de mise en perspective de tout ce qui avait été fait en matière de lutte contre la pauvreté avant le démarrage de cette stratégie nationale, juste après l'élection d'Emmanuel Macron à l'été 2017. Et puis ensuite a été réalisée une enquête par entretien semi-directif dans des régions et des départements qui nous ont apparus comme représentatives de la diversité territoriale, économique et politique de la France, notamment en matière de situation de pauvreté. Donc on avait plusieurs régions, on avait la Bretagne, on avait l'Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. À l'intérieur de ces régions, on avait une quinzaine de départements, vous les voyez en bleu, et également nous avions fait le choix d'y intégrer la collectivité territoriale de Martinique, qui est une des seules collectivités uniques de France, avec cette fusion entre départements et régions. Donc, plus de 150 entretiens en réalité qui ont été conduits à la fois en administration centrale, dans les services déconcentrés de l'État, dans les collectivités territoriales, à destination des acteurs associatifs au plus près des bénéficiaires de cette stratégie nationale, c'est-à-dire les personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi des échanges très suivis avec France Stratégie, la participation en tant qu'observateur à des auditions qui avaient été conduites auprès des commissaires à la pauvreté. Bref, voilà, une enquête empirique extrêmement intense et dense. T'as du son là, Claire? Alors, j'espère que tout le monde entend bien. J'entends il y a des petits soucis de son. Est-ce que tout le monde entend bien? J'ai l'impression que ça passe. Peut-être pour terminer cette introduction, vous présenter le programme de ce séminaire scientifique. Donc, vous avez compris que on est sous un format à la fois très ouvert, puisque autour de la table, il y a là 35 participants avec des statuts très différents, mais qu'on a souhaité ouvrir ce temps, mais de garder quand même un format scientifique, c'est-à-dire présentation de papier et discussion par un grand témoin scientifique. Alors, la première intervention, Romain Pasquier, qui a fait l'introduction, et moi-même, nous allons revenir sur la question de l'accumulation des politiques sociales et de la place de la stratégie dans un paysage un peu saturé de dispositifs sociaux. Et puis, avec Éline Michel, qui est aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées en travail de doctorante, nous reviendrons sur la place des territoires et des territoires nationaux, mais des territoires infranationaux sur la place dans le déploiement de l'investissement social. Alors, le premier papier qui est actuellement au travail sera discuté par Patrick Hassenteufel de l'université de Saint-Quentin, Versailles-Saint-Quentin et de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Il est membre du laboratoire Printemps. Et le deuxième papier sera discuté par Olivier Giraud du LIS, qui est au CNRS et au CNAM. Donc, merci à Patrick et Olivier d'être avec nous aujourd'hui. Ils ont eu connaissance de nos papiers et donc ils vont réagir sur la pertinence, la robustesse de ces deux contributions. Je propose vraiment que tout le monde ferme son micro parce qu'il y a quelques interférences. Je vous remercie. Donc avec Romain, nous allons démarrer
cette première intervention sur un format de 20 minutes et puis après, Patrick Hassenteufel réagira. Oui, donc le premier papier qu'on vous propose dans ce webinaire, cette première intervention, elle s'intitule « Lutter contre la pauvreté en régime d'accumulation de politiques publiques ». L'idée de départ nous a été un peu suggérée par un appel à communication lors du dernier congrès de l'Association française de sciences politiques, dans une table ronde qui était pilotée par Philippe Bezès et Patrick Le Gallès. L'idée étant de dire que aujourd'hui, l'État social, notamment, mais pas que, se caractérisait par un empilement des dispositifs, une accumulation des dispositifs et finalement une dispersion, une décoordination de l'action publique. Et que donc, dans l'action publique et dans le champ des politiques sociales, saturé de dispositifs, l'enjeu majeur était de construire ou reconstruire une forme de cohérence, de coordination, et donc le défi de l'intersectorialité était majeur, hein, tant dans l'action sociale, lorsqu'on regarde la petite enfance, la vieillesse, la santé, etc., on a en réalité une accumulation de programmes, de dispositifs qui, évidemment, pose la question de l'intégration. Et en même temps, il y a évidemment le défi de la mise en œuvre, c'est-à-dire celui de la territorialisation. Donc, l'idée de ce papier, c'était de voir comment cette stratégie nationale de lutte contre la pauvreté avait pu, d'un côté, fabriquer de la coordination, fabriquer de la cohérence. Excusez-moi, là. Séverine Mével, s'il vous plaît. Vous pouvez couper vos micros. C'est un petit peu désagréable. Merci. Donc, oui, donc la question, en réalité, c'est d'un côté, d'interroger sur comment la stratégie nationale peut fabriquer de la cohérence, peut fabriquer de la coordination, et en même temps, de l'autre, s'adapter à une diversité de systèmes territoriaux. Donc, entre intégration et autonomie, comment cette stratégie nationale a pu jouer un rôle novateur. Alors, pour avancer sur cette mise en problème autour d'intégration et d'autonomie, il nous a fallu d'abord faire un peu de socio-histoire sur la question de la lutte contre la pauvreté et plus généralement sur le terreau des politiques sociales dans lequel apparaît progressivement ce domaine d'action publique. Parce qu'en fait, si on prend un peu de recul historique, on s'aperçoit que jusque dans les années 70, finalement en France, la croyance dans le progrès social et la croissance, couplée avec le développement de la protection sociale, fait que la question de la pauvreté est finalement repérée comme assez résiduelle. Croissance et protection sociale sont envisagées comme allant venir à bout de la question sociale et la lutte contre la pauvreté est laissée finalement un peu à volo, je dirais, à l'initiative un peu historique de quelques grandes associations caritatives et aussi de l'action des municipalités héritières des bureaux de bienfaisance. On va le dire un peu comme ça, de manière un peu caricaturale. Donc, on ne peut pas parler d'un domaine d'action publique à part entière autour de la lutte contre la pauvreté jusque dans les années 70. Alors, à partir des années 80, là encore, la lutte contre la pauvreté en tant que telle n'est pas encore érigée comme domaine d'action publique, mais on va avoir la conjonction à la fois de stratégies socio-territoriales autour de la politique de la ville, des missions locales et ainsi de suite, et puis aussi des dispositifs
de soutien autour, par exemple, du RMI, mais aussi de la mise en place de la couverture médicale universelle, des premières lois de lutte contre le surendettement, qui vont faire de la grande vulnérabilité, de la pauvreté, des objets beaucoup plus présents sur l'agenda politico-administratif. Et puis, on va devoir attendre finalement 2013 pour voir des grands dispositifs nationaux qui vont être titrés autour de la lutte contre la pauvreté, j'y reviendrai. Sur cette moyenne période, fin des années 70-2010, il se joue aussi quelque chose à nos yeux d'important et qu'a beaucoup travaillé Patrick Assenteufel, qui sera le discutant du point de vue plus spécifiquement de la protection sociale. Mais quand on regarde protection sociale, action sociale, intervention sociale, il y a aussi un renouvellement des hommes et des femmes. Et donc derrière, sans doute, des idées qui portent ces dispositifs sociaux, médico-sociaux. Alors, on parle de qui? On parle de Bernard Kouchner, on parle de Xavier Emmanuelli, les premiers ministres autour de l'action sociale qui sortent un peu du lot historique des tenants, je dirais, de l'après-guerre, de la protection sociale. On va trouver après des figures assez atypiques comme Martin Hirsch. On va, plus récemment, on en parlera avec la stratégie, voir la figure d'Olivier Noblecourt, des gens assez multipositionnés dans ce champ-là, et puis des élus qui vont faire du social un élément majeur de leur carrière. On pense à Michel Dinet, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, plus récemment et actuellement Mathieu Klein, qui a misé sur le travail social et sa rénovation. On peut aussi parler de Brigitte Bourguignon ou d'autres figures comme ça. Et puis aussi, dans ce renouvellement des élites politico-administratives, ils vont recevoir le soutien, l'influence d'un certain nombre de chercheurs. Et là, on parle de deux types de chercheurs, me semble-t-il, des chercheurs sociologues et politistes comme Bruno Palier, par exemple, mais Nicolas Duvaux, qui conclura cette journée, joue aussi un rôle dans cette évolution des gens qui sont impliqués, des idées qui sont mobilisées pour lutter contre la pauvreté. Puis on va avoir un deuxième type de réseau de chercheurs, c'est ces économistes qui vont promouvoir en France l'évaluation par les résultats. Et là, je pense à des gens comme Esther Duflo, comme Yann Lorty ou Marc Gurgan. Donc voilà, tout un faisceau de personnes qui, sans forcément fabriquer une communauté de politique publique, ils ne sont pas toujours tous d'accord entre eux, mais globalement vont venir soutenir une forme de trajectoire de réforme d'un point de vue plus cognitif. Et un des débouchés, nous semble-t-il, de cette évolution, de cette trajectoire des politiques sociales et de cette institutionnalisation progressive de la lutte contre la pauvreté comme domaine d'action publique en tant que tel, c'est la création de deux outils dédiés. Et là, pour reprendre la formule de Le Gallès, pas de domaine d'action publique sans outils dédiés. Là, on va trouver deux outils nationaux dédiés. À partir de 2013, un plan pluriannuel de lutte pour la pauvreté et pour la cohésion sociale, rappelez-vous, piloté par François Chirac, qui venait du syndicalisme réformateur. C'est aussi d'autres types d'acteurs qu'on voit arriver, des gens qui viennent du syndicalisme ou de l'entreprise. On parlait de Louis Schweitzer ou de Louis Gallois. Et donc, on va trouver ce premier plan qui va être un inventaire multisectoriel. On va chercher dans tous les secteurs ce qui pourrait venir alimenter la lutte contre la pauvreté, et puis qui va mettre en avant aussi des logiques de territorialisation, première logique de contractualisation entre l'État et les collectivités dans ce domaine. Alors, ce qui va... donc cette planche cherche à revenir sur ce moment d'institutionnalisation de la lutte contre la pauvreté. Vous voyez, en recensant les dispositifs qui vont de 2013 avec la création de ce plan jusque l'année 21-22. Et
ce qu'on voit bien dans cette affaire, c'est que on va avoir une multiplication d'initiatives au nom de la lutte contre la pauvreté, et progressivement, c'est la flèche plus sombre qui est en arrière-plan. On va avoir des mécanismes de coordination et de régulation de ces initiatives multiples, et en particulier dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Alors, ce qu'il va y avoir de nouveau entre le début et la fin de cette frise, c'est la percée très claire des idées que véhicule la notion d'investissement social dans la fabrication cognitive, c'est-à-dire dans la fabrication à la fois des valeurs, des croyances et des stratégies qui vont orienter l'action publique en la matière. Alors, investissement social, on y reviendra en détail dans la deuxième communication, mais en gros, l'idée que oui, la lutte contre la pauvreté et plus généralement les politiques sociales pourraient avoir des retours économiques, je parle bien économiques positifs, et pourraient avoir des rendements économiques positifs dans la mesure où elles participeraient véritablement à des mécanismes de développement économique. Et donc c'est l'idée que par la lutte contre la pauvreté, on va développer les compétences, les capacités, activer les liens entre les demandeurs et les offreurs sur le marché du travail et ainsi de suite, faire de l'action très préventive pour les jeunes générations, et que tout ça va se traduire par un gain positif pour le développement de l'économie et plus généralement le développement de la société. Alors, ce qui permet l'émergence de ce domaine d'action publique, sa consolidation, c'est ce qu'on a appelé le leadership et adossé à une audace modernisatrice. C'est-à-dire qu'effectivement, Olivier Noblecourt va incarner pendant quelques mois cette audace modernisatrice et construire une forme de leadership en lien direct avec le président de la République, en tout cas sa conseillère aux affaires sociales. Il fait dire à Emmanuel Macron dans des discours, en tout cas dans le lancement de la stratégie nationale, il fait dire à Emmanuel Macron des choses très différentes sur les politiques sociales qui n'avaient été pas ou peu dites jusqu'alors, et notamment en ancrant, on va dire, cette petite révolution de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, en l'ancrant dans ce paradigme de l'investissement social. Alors, Olivier Noblecourt a donc pendant quelques mois toutes les possibilités de construire un leadership administratif nouveau sur la pauvreté, en créant d'abord et en prenant la tête d'une délégation interministérielle, en déployant sur le territoire des commissaires à la pauvreté, tout cela bien sûr ne se fait pas sans difficulté, mais il arrive à passer les obstacles et à incarner une forme de rénovation, de petite révolution dans la façon de concevoir la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, lui-même ayant un profil à la fois de haut fonctionnaire, d'élu local, en tout cas de militant local, militant politique, militant socialiste à Grenoble, militant du monde des solidarités. Donc il joue sur plusieurs tableaux, à la fois une proximité politique, une proximité technocratique, une proximité militante, qui lui donne une légitimité très forte pour, entre guillemets, faire sauter certains verrous, notamment des verrous sectoriels, et promouvoir cette stratégie nationale. Alors, il incarne Olivier Noblecourt et il institutionnalise une administration quasiment dédiée à la pauvreté, et en même temps, on va voir que cette intégration, ce nouveau quasi-secteur de la pauvreté va très vite être confronté à des difficultés. Donc l'intégration du domaine va être très vite sous tension de choc conjoncturel et sous tension de son déploiement territorial.
Quels sont ces chocs conjoncturels? Tout d'abord, la crise que personne n'a vu venir, ou très très peu, les fameux gilets jaunes. C'est-à-dire que à l'automne 2018, quelques semaines après le lancement de cette stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, eh bien, les gilets jaunes mettent en exergue, mettent en lumière les fractures sociales et socio-économiques dans le territoire. Donc l'idée qu'il y a deux poids, deux mesures, qu'il y a des inégalités nouvelles qui ne sont pas traitées. Et donc la réponse progressive du pouvoir va être de remettre sur l'agenda politique la question du protectionnisme classique, la capacité d'un État-providence à la française d'assurer à la fois une justice sociale et territoriale. Et donc des outils classiques liées à des mobilisations de crédit, donc des politiques distributives ou redistributives. Ça va donc produire une espèce de refroidissement cognitif. L'idée qu'aujourd'hui les politiques sociales étaient finalement des investissements pour l'avenir, ça va être aussi des politiques de nouveau réparatrices d'inégalités. Et donc, on va avoir une réouverture stratégique dans le champ des politiques sociales, en particulier des politiques de pauvreté, dans la mesure où ce premier choc conjoncturel, associé à un second choc conjoncturel qui est la crise pandémique, peut-être un an plus tard, de nouveau, va poser la question de l'aide alimentaire, va poser la question de la fragilité de toute une série de publics, bien sûr les SDF par exemple, bien sûr les personnes qui n'ont pas d'emploi, mais aussi les étudiants, bref, toute une série de publics qu'il va falloir aider. Et comment on aide en France? De manière classique, on aide par des allocations. Et donc c'est du protectionnisme social classique qui va être aussi appelé au secours des effets, des externalités négatives de la crise pandémique. Donc, tout cela va refroidir à la fois sur le plan cognitif et stratégique la stratégie. Olivier Noblecourt va rencontrer des difficultés, ne va pas obtenir toujours tout ce qu'il avait imaginé, notamment des fonds d'investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros qui auraient pu donner effectivement un allant beaucoup plus puissant à cette stratégie nationale. Il quitte la délégation interministérielle et on voit des profils beaucoup plus technocratiques, beaucoup plus gestionnaires se mettre en place. D'autant que la mise en œuvre territoriale s'avère beaucoup plus compliquée que prévu. Olivier Noblecourt voulait une régionalisation. Finalement, ce sera des commissaires qui pilotent à l'échelle régionale, mais la contractualisation va se faire avec ceux finalement qui ont les compétences sociales les plus affirmées sur le territoire, du côté de la décentralisation, c'est-à-dire les conseils départementaux. Les conseils départementaux qui jouent le jeu, mais en même temps qui cherchent à tirer la contractualisation sur leurs propres compétences. Et donc, on voit un suivi de la contractualisation territoriale qui n'est pas aussi précise que ce qu'auraient voulu les pionniers de cette stratégie nationale, une mise en œuvre qui va être assez variable. Certains territoires vont se révéler plutôt proactif dans cette stratégie nationale, allant même au-delà de ses objectifs en matière d'investissement social, et puis d'autres vont véritablement traîner les pieds pour contractualiser. On va là aussi voir des positionnements politiques très importants, et là ça révèle finalement aussi la difficulté de coordination de l'action publique en France, c'est-à-dire que les collectivités territoriales ont, en dépit d'une décentralisation sans doute imparfaite, mais ont quand même des marges de manœuvre, ont des protections constitutionnelles sur leur liberté locale, et donc dans la contractualisation, il faut faire œuvre de conviction pour qu'ils suivent ces orientations nationales. Alors au final, on sait. Alors,
on vient de vous le brosser à grands traits, mais avec Romain, on s'est posé une question, c'est qu'est-ce que tout ce que nous venons de vous décrire peut nous aider à préciser les modèles d'analyse de la gouvernance multiniveau des politiques sociales? Parce que véritablement, avec cette stratégie, les fenêtres se sont ouvertes parce que Romain parlait de la contractualisation d'abord avec les départements, et alors elle était une contractualisation un peu particulière, hein. Il y avait 5 mesures socles qui étaient obligées, et puis il y avait un volet à l'initiative de chaque département. Mais à côté de cette contractualisation déjà bien cadrée, il y avait des contractualisations complètement ouvertes avec les métropoles qui le souhaitaient, et complètement ouverte aussi avec les régions qui le souhaitaient. Donc on a une triple contractualisation dans le cadre de cette stratégie: convention entre l'État et les régions, convention avec les départements avec une partie obligée, et convention avec les métropoles. Ça a donné des configurations très différentes et très baroques. Et donc, les analyseurs que nous sommes, nous avons cherché. Alors, j'ai du mal à passer à la diapo suivante, toujours pareil. Voilà. Nous avons cherché avec Romain à essayer d'y voir un peu plus clair dans ces mécanismes qui impliquent plusieurs niveaux sociétal et plusieurs niveaux gouvernemental, pour le dire un petit peu directement. Alors, on est reparti d'un travail qui est cité par Patrick Le Gallès il y a déjà une vingtaine d'années, un travail de Marco Oberti sur la diversité des systèmes de lutte anti-pauvreté dans les grandes villes européennes. Et à partir de ces propres schémas, nous avons un peu raffiné ces schémas pour réfléchir aux questions de cohésion et d'intégration dont nous venons de parler. Et donc, on peut repérer que suivant les lieux, suivant les pays, suivant les traditions locales, on a des formes de solidarité traditionnelles qui vont mobiliser plus ou moins les familles ou les communautés locales. Et puis, on en a parlé avec les États-providence. Les analyses internationales sur lesquelles reviendra Eline tout à l'heure montrent 3 grandes formes d'État social qui vont doser les responsabilités entre marché, État et société civile différemment suivant les grands systèmes nationaux. Et puis, sont impliqués aussi dans cette production des solidarités des réseaux locaux d'action et d'intervention sociale. Alors, avec, on en a parlé, les départements, les régions, les intercommunalités, les communes, avec deux acteurs majeurs, les départements et les communes, mais de plus en plus les régions et les intercommunalités qui, par les questions d'habitat, de formation, d'emploi, de développement économique, viennent aussi s'inviter sur la table des solidarités. Et puis localement, le tiers secteur, avec des filiations historiques autour des organisations religieuses, mais aussi des associations coopératives, des collectifs, on l'a vu autour des sans-abri par exemple en France, des collectifs plus ou moins revendicatifs, et puis des fondations et des entreprises. Alors, une fois qu'on a dit, qu'on a placé un peu toutes ces instances de la gouvernance multiniveau, on a repéré trois points importants. Vous voyez cette relation entre le régime national et les réseaux locaux, et en particulier autour de la stratégie, quel était le degré de cadrage gouvernemental et le degré d'autonomie des politiques locales. Et ça se jouait autour des conventions dont on a parlé, mais pas que. Et puis B, c'est la relation interne à chaque réseau local entre les détenteurs de la puissance publique et puis les représentants du monde associatif, pour le faire rapidement. Et enfin, et on oublie souvent cette relation quand on réfléchit à la gouvernance, c'est la relation C qui met en relation le tiers secteur local avec le tiers secteur national, on va le dire comme ça. En gros, les initiatives locales des associations par rapport au grand mot d'ordre des fédérations. Ici, on pense à la Fédération des acteurs de la solidarité, en particulier au collectif Alerte, et ainsi de suite. Et au final, notre travail nous invite, au-delà du cadre de cette stratégie, mais pour réfléchir à la gouvernance des solidarités, à prendre bien au sérieux
ce que représente le point B ici dans notre graphique, c'est-à-dire les relations au local entre les autorités publiques et le tiers secteur, plus ou moins organisé, avec des nouveaux acteurs, avec des outsiders qu'on voit arriver du côté des fondations, du côté des collectifs revendicatifs, par exemple, qui viennent remettre un peu en jeu la question des acteurs, de l'institutionnalisation des acteurs légitimes sur la production des solidarités au niveau local. Et donc là, on a un degré de cohésion ou de fragmentation différencié suivant les réseaux, voire les systèmes locaux d'action sociale. Et puis, tout ça se prend place dans un paysage national où, bien évidemment, la relation entre le régime national et les réseaux locaux A, ici, va jouer en termes d'intégration, de différenciation, mais où aussi le C va jouer. C'est-à-dire que est producteur d'autonomie ou de fragmentation, le type de lien que les têtes de pont nationales entretiennent avec les acteurs locaux de la société civile en matière de production des solidarités. Donc cette schématisation nous permet d'envisager, de réfléchir à l'aune de nos enseignements sur la gouvernance de la stratégie, sur d'autres plans, sur d'autres dimensions de l'évolution des politiques sociales en termes de gouvernance multiscalaire. On vous remercie et on va donc passer la parole à Patrick Hassan-Teufel. Patrick, est-ce que tu es avec nous? Je suis là. Alors, Donc, c'est comment bon. t'affichons? Alors, attends, on va essayer déjà de... Ouais, je crois qu'il faudrait fermer la présentation. Ouais. Ouais. Ouais, là, je pense que c'est bon. Bonjour Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. On a d'autant plus de plaisir d'être avec toi aujourd'hui que tu as été directeur du laboratoire qui à l'époque s'appelait le CRAP et qui s'appelle maintenant AREN, dont nous faisons partie. Donc, merci beaucoup de ta mobilisation dans le cadre de ce séminaire. On est tout oui, on écoute ta réaction. Merci beaucoup pour cette invitation et de rappeler ces bons souvenirs, bon, malheureusement maintenant quand même assez anciens. Bon, je ne suis pas là pour jouer aux anciens combattants. Alors, effectivement, bon, moi, je ne suis pas, contrairement à d'autres discutants, un spécialiste des politiques de lutte contre la pauvreté. Mais ce qui m'a immédiatement frappé donc en lisant votre texte, c'est à quel point ça faisait écho à un certain nombre de choses que je pouvais observer dans des évolutions plus ou moins récentes dans le domaine de la santé et de l'assurance maladie, sur lesquels je travaille de manière plus spécifique. Alors évidemment, bon, au niveau des enjeux, enfin les enjeux de coordination sont des enjeux majeurs dans le domaine de la santé aussi, et de plus en plus mis à l'agenda, mis en avant dans les enjeux saillants des politiques de santé. Mais bon, ça c'est pas extrêmement original. La santé partage avec la lutte contre la pauvreté et en fait une grande partie des politiques sociales, le point commun de faire intervenir un très grand nombre d'acteurs, différents niveaux d'action, et donc les enjeux de coordination sont de toute façon inhérents quand même à ce type de politique publique. Mais peut-être de manière un petit peu plus spécifique, aussi la question des instruments ou des méta-instruments, enfin, donc ça j'y reviendrai, mais voilà, de définir des stratégies nationales extrêmement englobantes, et c'est quelque chose qui en fait s'opère quasiment au même moment, en tout cas à la même période dans le domaine de la santé, donc avec la mise à l'agenda sous le ministère de Marisol Touraine, de la stratégie nationale de santé, donc avec aussi une conférence nationale de la santé. Alors avec quand même une différence, me semble-t-il, importante en termes de débouchés de politique publique, c'est que ça a débouché dans le domaine de la santé sur la loi de modernisation du système de santé, donc effectivement un texte quand même assez large et englobant dans le domaine de la santé qui n'a peut-être pas d'équivalent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Et puis, il y a la question des acteurs, hein, sur lesquels je reviendrai également, puisque vous citez les travaux que j'ai pu faire avec d'autres collègues, hein, sur
voilà, sur les élites administratives dans la redéfinition des politiques de protection sociale. Alors, effectivement, votre texte qui est extrêmement clair, avec une démonstration que je trouve tout à fait convaincante, et puis avec cette modélisation que vous proposez à la fin, enfin, moi, il donne vraiment prise à la discussion, enfin, une discussion plutôt à un niveau relativement général, hein, puisque comme j'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, donc je n'ai pas vraiment voilà, le background nécessaire pour entrer dans une discussion fine sur un certain nombre d'aspects, mais donc je voudrais plutôt effectivement mettre en avant 4 points généraux, mais qui en fait renvoient finalement aux 4 dimensions principales d'une politique publique, et à partir desquelles notamment analyser le changement. Alors peut-être le point le plus frappant dans ce que vous mettez en avant, c'est un changement d'orientation, enfin en tout cas une volonté de changement d'orientation de l'ensemble des politiques de lutte contre la pauvreté, mais aussi qui correspond aussi à quand même un changement dans le vocabulaire, ce que vous soulignez peut-être un peu moins, mais qui est quand même assez frappant. C'est effectivement lorsqu'il y a en fait un retour à l'agenda de la question de la pauvreté dans les années 80, alors sous l'expression de nouvelle pauvreté, donc de pauvreté donc liée à la crise, donc à la crise des années 70. Enfin, le terme de pauvreté est plutôt un terme qui est connoté comme étant un terme comme renvoyant au passé, et c'est quand même assez largement le terme d'exclusion, qui a une dimension territoriale, qui renvoie aux aspects multidimensionnels de la pauvreté, donc qui s'est imposé quand même assez fortement, en particulier en France, mais avec aussi une certaine diffusion internationale. Donc ce que je note là dans votre présentation, et puis dans cette évolution que vous mettez en avant, c'est que le terme d'exclusion disparaît complètement, et donc il y a un retour en fait du terme de pauvreté, donc le plan pauvreté, donc la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et donc et là, c'est un peu une interrogation, enfin, pourquoi ce retour au terme de pauvreté qui avait été en partie abandonné, avec une tentative dépassement de cette notion, donc à travers celle d'exclusion, d'ailleurs nourrie elle aussi de travaux sociologiques. Alors le deuxième aspect en termes d'orientation, c'est l'accent qui est mis sur quand même la dimension de la prévention, hein, d'ailleurs qu'on trouve directement dans le cycle, hein, donc, SNPLP, c'est un peu difficile à prononcer. Et il a donc cet accent mis sur la prévention à travers, en particulier, la notion d'investissement social. Donc c'est un élément qui est vraiment, enfin, que je trouve particulièrement intéressant, et qui fait écho finalement alors, aux politiques de santé, mais au-delà, toute une série de politiques publiques où on a quand même des réorientations vers la dimension, en fait, en quelque sorte, de la prévention, alors qui peut être notamment la prévention des crises, hein, dans le domaine des crises sanitaires, mais aussi dans le domaine des crises bancaires, par exemple. Et donc, une réorientation préventive des politiques publiques qui va être de pair avec une forme de réaffirmation du rôle de l'État. Et donc, de ce point de vue-là, les enjeux donc, de pauvreté et d'exclusion s'inscrivent dans cette, en tout cas dans ce changement qui est un changement cognitif, et qui est même un changement paradigmatique, nourri par des travaux de sciences humaines et sociales, donc, en particulier donc, les travaux autour de la notion d'investissement social. Alors, le deuxième aspect sur la question des acteurs, vous faites référence donc, aux travaux qui ont été menés sur les élites du welfare. Donc, je pense que c'est bon, évidemment, je suis toujours content quand on se
faire à mes propres travaux, mais je pense que ça serait intéressant de l'utiliser un peu plus comme point de comparaison, parce que moi, ce qui me frappe, c'est quand même un certain nombre de différences par rapport aux travaux qu'on a pu mener, en particulier plutôt sur l'assurance maladie et en partie également sur nos politiques familiales. C'est finalement, enfin, donc, ce qu'on a plutôt mis en avant, c'est l'affirmation de groupes d'acteurs qui ont des profils quand même assez homogènes, assez partagés, des profils quand même très administratifs de hauts fonctionnaires qui se spécialisent donc, dans le domaine de l'assurance maladie en particulier. Alors que, effectivement, vous êtes quand même sur des acteurs qui ont des profils plus divers, qui ont souvent des engagements plus, plus politiques ou plus associatifs, avec aussi des liens peut-être plus étroits avec la recherche, même si les économistes de la santé ont pu jouer, on peut jouer quand même un rôle assez important par rapport aux réformes de l'assurance maladie. Et donc, il y a effectivement peut-être que ça pourrait être un point qui est quand même assez rapidement traité dans le texte. Donc, insister un peu plus sur la diversité de ce groupe d'acteurs par rapport à d'autres groupes plus homogènes. Et l'autre question, c'est sur celle des changements, parce que bon, ce qu'on a plutôt montré, c'est quand même une assez forte continuité sur une longue période de ces acteurs, et donc depuis les années 80, et en quoi est-ce qu'il y a un changement ou non. Donc ça, pour moi, c'est pas très clair entre effectivement un moment donc très important de ces politiques publiques, c'est-à-dire le tournant des années 80, 90 avec le RMI, la politique de lutte contre l'exclusion. Et donc, est-ce qu'on a les mêmes profils d'acteurs à cette période par rapport donc, à la période sur laquelle vous mettez accent, donc, la période beaucoup plus récente de ces 10 dernières années, en gros. Alors, troisième niveau d'analyse, ou troisième en fait, troisième dimension des politiques publiques, donc celle des interactions, de la structuration des interactions entre les différents acteurs. Et là, ce qui m'a frappé, et ce qui aussi faisait vraiment écho à des évolutions dans le domaine de la santé, donc c'est sous l'angle territorial, le rôle du niveau départemental. Alors, avec des orientations de politique publique au niveau national qui mettent plutôt l'accent sur la régionalisation. Donc, effectivement, la régionalisation comme étant une politique pilotée par l'État, et donc, il y a une régionalisation portée par l'État et qui finalement se heurte, ou en tout cas qui est largement infléchie par le niveau départemental. Bon, qui a des compétences importantes dans le domaine social, mais ce qu'on voit aussi dans le domaine de la santé, même si les conseils départementaux ont moins de compétences, mais en fait, donc il y a une affirmation croissante de leur rôle, et c'est par exemple dans la santé, c'est la question aussi de la départementalisation de l'ARS, où effectivement il y a eu un accent très fort sur la régionalisation, donc à travers les agences régionales de santé, et avec effectivement un mouvement plus récent finalement de départementalisation de la santé qui est plutôt porté par les collectivités territoriales. Et donc là, ce point de friction entre une vision territoriale étatique qui met l'accent sur la région et une vision plutôt portée par les élus locaux, donc qui tend à mettre en avant le niveau départemental. Et donc ça, donc c'est un point qui me paraît particulièrement important et que vous soulignez bien dans le texte. Et puis alors sur le dernier point, pour ne pas être trop long, sur la question plutôt en fait, de l'instrument de manière générale, et enfin, qu'est-ce que c'est que ces plans, ces stratégies, qui sont, enfin, comment les caractériser? Parce que c'est en fait, c'est un ensemble de dispositifs, de mesures, d'instruments, donc de les caractériser comme étant une forme
méta-instruments, donc visant à mettre en cohérence toute une série de choses et qui sont quand même aussi en lien avec des enjeux bureaucratiques, des enjeux administratifs, de réaffirmation d'un certain nombre de secteurs. Et alors moi, ce qui m'a frappé dans votre texte, c'est aussi vous faites référence à la vieille distinction, enfin à la très ancienne distinction entre les administrations de mission et l'administration de gestion. Donc il y a effectivement une forme de, de renouveau de la planification, avec aussi l'affirmation de France Stratégie. Et donc, à travers ces instruments de pilotage qui aussi donc qui ont une perspective, qui s'inscrivent aussi dans une perspective de moyenne durée, et avec effectivement une des notions clés qui est celle d'investissement, et donc et qui n'est pas propre au domaine social, donc voilà, qu'on retrouve dans la santé, qu'on retrouve dans d'autres domaines de politique publique, voilà, la politique des investissements à venir. Et donc, est-ce que, pardon, donc, dans quelle mesure est-ce que la mise en avant de ce type de méta-instruments administratifs, s'inscrit donc à la fois dans des réorientations, dans des réorganisations institutionnelles, mais aussi dans des réorientations des politiques publiques, mais qui se heurtent à une série d'éléments que vous avez très bien soulignés dans votre texte. Voilà, et je m'arrête là. Merci. C'est pour ces remarques, suggestions. Alors, je vais peut-être essayer alors, pas forcément de répondre, mais peut-être de rebondir sur ce que tu as pu suggérer. Voilà, je le fais rapidement et ensuite Marc enchaînera. Enfin, en tout cas, ce que me donne à penser, voilà, ton retour sur ce texte. Tout d'abord, ta première remarque sur le changement d'orientation, finalement, changement de finalité, qui est une première dimension des politiques publiques, comme tu l'as bien souligné. Effectivement, on n'a pas insisté sur l'aspect sémantique, pas complètement, du glissement de l'exclusion vers la pauvreté, voire aujourd'hui vers la notion d'inclusion d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion sociale et plus du tout d'exclusion, de lutte contre l'exclusion, ou en tout cas beaucoup moins. Alors, Marc aura sans doute une autre lecture. Moi, j'y vois quand même un effet d'européanisation assez marqué. Entre les années 80, les années RMI, fin des années 80, l'Europe ne s'est pas encore occupée de social. La méthode ouverte de coordination, la fameuse MOC, stratégie de Lisbonne 2000, n'a pas encore produit ses effets. Je pense qu'on est sur ces effets-là, notamment, pas exclusivement, mais notamment dans la pénétration des problématiques d'investissement social, de lutte contre la pauvreté, de valorisation de l'inclusion sociale, depuis notamment l'élection du président Macron. Rappelons quand même que voilà, En Marche et Emmanuel Macron étaient quand même très imprégnés, et le sont toujours, d'une forme d'européisme. Et donc, ils ont cherché quand même à davantage ouvrir les administrations françaises à ces problématiques. Donc moi, j'y vois un effet, alors indirect, mais pour moi assez clair, d'européanisation des problématiques. Quand on va sur le site de la Commission européenne, on a des documents entiers sur les anti-poverty policies, le rôle de la poverty dans les stratégies de social inclusion, etc. Et effectivement, la problématique française des années 80-90 sur l'exclusion, même si les problématiques sont les mêmes d'une certaine manière, la sémantique a changé. Ça, je te rejoins. Je suis assez d'accord avec toi aussi effectivement sur les acteurs, les élites. Sans doute qu'on aurait pu davantage, à la fois,
appuyer sur la nouveauté de la diversité des profils, c'est clair, et en quoi il se différencie de la génération précédente. Hein. Donc ça, c'est un point d'amélioration du papier sans nul doute à réaliser. Je te suis aussi, évidemment. Alors là, on a essayé de le montrer dans le papier. Je pense que tu as suivi un petit peu, enfin voilà, tu étais plutôt d'accord avec nous sur la tension finalement entre les velléités de régionalisation, de gestion de la politique publique dans un temps zéro et ça régio-départementalisation dans un temps T1 et T2. Plus on avance vers le conventionnement, notamment avec les départements, plus évidemment le conseil départemental s'impose comme un acteur incontournable. En revanche, je réinsiste dessus, à partir du moment où la crise pandémique s'est déployée, au-delà du département, sur le terrain, dans les stratégies locales de lutte contre la pauvreté et en partenariat avec les commissaires, ce sont bien souvent les communes et notamment dans les grands centres urbains, les métropoles, qui ont été à l'initiative locale dans ce domaine. Donc ça, c'est aussi à noter, c'est que finalement, les collectivités territoriales les plus en lien direct avec le tiers secteur, avec les acteurs associatifs sur le terrain, ce sont les communes, ce sont les CCAS, ce sont les CIAS qui ont joué un rôle tout à fait important. Et puis pour terminer, tout à fait intéressant ce que tu dis sur les méta-instruments. Ces méta-instruments, me semble-t-il, ils réinterrogent aussi la problématique du gouvernement à distance, c'est-à-dire que par ces méta-instruments, on le voit dans la stratégie nationale, il y a une dimension de gouvernement à distance à travers les fameuses mesures socles, par exemple. Donc on cherche à influer sur le comportement des acteurs locaux et en même temps, on ne peut pas complètement les contraindre. Donc c'est quand même une analyse tout en nuances du gouvernement à distance. On voit que, bien sûr, il y a des méta-instruments qui cherchent à transformer le comportement des acteurs dans la mise en œuvre des politiques publiques, mais que ce gouvernement à distance l'État n'a pas les capacités, en réalité, n'a plus les capacités, les a-t-il eu un jour, je ne sais pas, mais de contraindre les stratégies locales des acteurs. Alors, merci Patrick pour ta lecture et ta lecture critique et puis les points d'amélioration du papier que tu nous proposes. Je complète par rapport aux réponses de Romain auxquelles je souscris complètement. Sur le premier point, sur le glissement exclusion versus inclusion que vient d'introduire Romain, il me semble que avec l'exclusion, on a une première représentation d'une société déjà organisée vers laquelle il y aurait des exclus, il faudrait donc les intégrer. Donc, exclusion et intégration vont de pair. Face à l'exclusion, il faudrait mettre en place des politiques d'intégration pour ramener vers un ensemble organisé et finalement un ensemble repéré a priori comme positif. Alors que avant d'aller vers l'inclusion, il y a un maillon qui manque, je pense, dans l'affaire. Et le plan précédent, la stratégie, va le mettre en avant, c'est la notion de cohésion. Et avec la notion de cohésion, alors c'est Dominique Schnapper qui le pointe bien, quand on va voir arriver la notion de cohésion, il y a un peu un renversement de la responsabilité. La société n'est plus organisée en tant que telle, et il ne s'agit plus de faire ramener vers un ensemble organisé ceux qui seraient en marge, voire ceux qui seraient exclus, mais il y a une responsabilité de chacun d'entre nous, les plus pauvres y compris, de participer à la production d'une cohésion qui n'est jamais acquise et qui nécessite des processus permanents de fabrication, d'où la notion à côté de parcours, qu'on va voir arriver aussi autour de cette stratégie, la notion de parcours socialement responsable, qui devrait être l'apanage de chacun d'entre nous, quitte à être aidé à un moment donné par la puissance publique ou par le tiers secteur pour pouvoir construire ces parcours responsables. Donc ça, la notion de cohésion. Avec la notion d'inclusion qui progressivement vient compléter
cette idée de la cohésion. Il y a malgré tout, et c'est pour ça que ça prend bien en France, l'idée que non, les acteurs ne sont pas les seuls responsables de produire de la cohésion. La société doit aussi être inclusive et au sens d'être plus tolérante par rapport à la différence. D'où le fait que la puissance publique n'a pas simplement à travailler en direct vers les acteurs, mais aussi à travailler sur ses propres cadres. Et là, on va retrouver des éléments de la stratégie qui cherchent à la fois à soutenir les acteurs et en même temps faire bouger les lignes des organisations et du tissu social. Je pense au bonus mixité dans les crèches, je pense au dédoublement des classes de CP qui cherchent à la fois à venir soutenir les acteurs, mais aussi à faire bouger les formes sociales et politico-administratives. Alors voilà, le glissement exclusion, cohésion, inclusion, et effectivement, tout ça est derrière lié à la circulation internationale de ces idées, de ces nouveaux référents. Sur les acteurs, tu as tout à fait raison, on l'a souligné dans le papier, peut-être pas assez et peut-être pas de manière assez comparée avec le secteur de la santé que tu as bien étudié sur le sujet. C'est effectivement une transformation des élites qui va sur les questions sociales, amener à une diversité de profils qui vont se coaliser, mais pas au point de former un ensemble homogène, c'est sûr. On a des points, on a essayé de les souligner rapidement dans le papier, on a des points partagés au titre de ces nouveaux acteurs, l'investissement, le parcours, la participation, le développement du pouvoir d'agir. Et puis, on a des points qui font débat, qui font éventuellement controverse, degré de ciblage versus universalisme, par exemple, ou encore la question sur laquelle on va intervenir après avec Hélène, sur la place de l'État et des collectivités territoriales. Tous ces acteurs ne voient pas exactement les mêmes choses. S'il y a quelque chose qui a bougé, pour répondre à ta question plus précise, autour de cette stratégie, c'est sans doute qu'elle est concomitante et qu'elle sert de vecteur aussi à un certain nombre d'acteurs nouveaux dans les politiques sociales. Et je pense à certains nouveaux profils d'élus. J'ai parlé de Mathieu Klein tout à l'heure, mais aussi dans les collectivités, la montée en charge de généralistes de l'action publique qui s'intéressent au social et qui s'intéressent aux solidarités, qui en font éventuellement un objet de carrière, et ça c'est nouveau. Un objet de carrière politique pour certains, un objet de carrière administratif pour d'autres, de généralistes qui ne viennent pas du monde associatif ou du travail social. Sur la question des niveaux, je pense que Olivier Noblecourt a joué volontairement d'une approche multiscalaire non organisée. Quand je dis non organisée, c'est qu'il n'a pas cherché au départ à faire véritablement commuter les différents agendas nationaux, régionaux, locaux. Il a cherché à mettre le bazar dans les horloges institutionnelles, c'est ça que je dirais. Il a volontairement joué de 3 niveaux de conventionnement. Il a mis des groupes de travail partout en place, sans forcément feuille de route très arrêtée. Il a cherché à mettre du jeu dans les organisations et dans leur manière de fabriquer de l'action publique. Et c'est sûr qu'il y a une tension entre la région, qui est plutôt un lieu de mobilisation intersectorielle, je pense aux questions de formation, questions de santé, la région qui est plutôt un lieu de prise en charge multisectorielle de la pauvreté versus le département, un lieu de prise en charge très sectorielle, voire même de rabattement de la question de la pauvreté sur les questions d'action sociale catégorielle stricte. Et enfin, sur les méta-instruments, ce que je pense qui se joue en tout cas autour de la stratégie et surtout dans la prochaine génération, les pactes des solidarités, il y a une nouvelle dimension qui est en jeu, c'est quelle place à la philanthropie, quelle place aux solidarités d'engagement, quelle place aux outsiders, qui sont ces nouveaux organisations, soit toutes petites, soit très grosses, je pense au groupe SOS, dans la fabrique des politiques publiques. Et je pense que ces nouveaux instruments vont devoir aussi à la fois affirmer la place des pouvoirs publics, tout en faisant une place à la représentation de nouveaux philanthropes, ce qui n'est pas sans poser de questions et nous a amené sans doute à regarder aussi ce qui se joue sur ces questions-là dans d'autres pays, comme au Québec, par exemple. Merci beaucoup. Alors, encore un grand merci à Patrick pour sa lecture de ce papier. On peut laisser quelques minutes
hein, on ouvre 2-3 minutes, si c'est possible. Est-ce qu'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres? Il n'y a pas de questions qui vous brûlent les lèvres. Bon, tant mieux. Dans ce cas, on peut enchaîner tout de suite sur la seconde présentation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Éline. Je suis donc Aileen Michel. J'ai travaillé comme chargée de recherche sur le projet pauvreté et je suis actuellement doctorante en sciences politiques à la chaire TEMAP sur ces enjeux également de territorialisation de l'investissement social. Mais ce matin, je vais vous présenter aux côtés de Marc un article qu'on a intitulé La contribution des territoires dans le déploiement de l'investissement social, qu'on a donc écrit ensemble et qui doit paraître dans la revue d'économie régionale et urbaine en fin d'année ou début 2024. Donc voilà, c'est un article déjà rédigé. Et finalement, en se basant sur donc les travaux, le matériau que Romain a déjà présenté en introduction tout à l'heure, on a cherché à comprendre ce que la stratégie pauvreté nous apprenait de ce déploiement territorial de l'investissement social. Romain et Marc ont déjà évoqué cette notion, hein, mais je vais quand même revenir en introduction sur ce qu'on entend par investissement social, puisqu'il s'agit ici vraiment du cœur de ce papier. Donc, pour le comprendre, il faut remonter un peu le temps jusqu'au lendemain finalement de la Seconde Guerre mondiale, puisque à partir de cette époque, l'État social, qu'on appelle parfois l'État-providence, connaît une phase importante d'expansion. Mais on en a déjà parlé aussi, hein, les profondes mutations économiques et sociales de la fin des Trente Glorieuses vont venir bouleverser l'équilibre qui s'était institué entre marché du travail et protection sociale sur lequel reposait ce modèle d'État-providence. Et donc, finalement, vient se poser la question de comment le réformer, à la fois pour faire face à de nouveaux risques sociaux, d'une part, et puis pour préserver également sa stabilité financière, d'autre part. Et c'est ici qu'intervient finalement, que monte en puissance la notion d'investissement social, puisque elle apparaît comme l'une des diverses voies de réforme possibles pour ce faire. Avant de comprendre en quoi elle consiste, je pense que c'est important aussi de repérer qu'on peut l'aborder de deux manières différentes, puisque c'est d'une part une notion qui fait donc l'objet, on l'a dit, hein, d'un usage normatif, c'est-à-dire qu'elle est utilisée par toute une diversité d'acteurs, du monde politique, administratif, associatif, qui vont chercher soit à la promouvoir pour réformer l'État social, soit à la critiquer de ce point de vue. Et puis, d'autre part, c'est aussi un concept scientifique qui est donc défini, utilisé par la littérature, en sciences politiques, en économie politique, pour analyser ces évolutions en cours. Et donc, dans notre article, on s'est un peu nourri de ces deux aspects finalement, puisque on cherche surtout à repérer la présence de ce que les chercheurs définissent comme de l'investissement social dans la stratégie pauvreté, mais on a regardé aussi les usages de cette expression par les différentes parties prenantes de l'action publique. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue conceptuel, on considère pour notre part l'investissement social comme une voie de réforme donc, de l'État-providence qui se situe à la fois à rebours du libéralisme classique, donc qui prône de démanteler l'État social, mais qui se décentre aussi de la protection sociale traditionnelle, entre guillemets, qui privilégie plutôt la compensation de la survenue des risques sociaux par la délivrance d'allocations financières. Alors que, Marc l'a dit, l'investissement social prône plutôt de miser sur le développement du capital humain, donc des compétences, des capacités également des personnes pour agir sur la prévention de ces risques sociaux. Et donc depuis les années 2000, tout un tas de travaux scientifiques vont montrer l'influence croissante de cette approche sur les politiques de l'État social dans le monde, mais ils se concentrent sur le niveau international et national, sans évoquer son déploiement dans les territoires infranationaux, alors que toutes ces politiques dont on parle n'échappent pas du tout aux logiques de la gouvernance multiniveau, hein, on l'a dit aussi. Voilà, leur conception, leur mise en œuvre font intervenir une pluralité d'échelons d'action publique, de parties prenantes privées également, avec voilà, les départements, les régions, les services déconcentrés de l'État, les acteurs socio-économiques,
qui sont bien présents. Et donc, dans cet article, on a cherché finalement à faire le pont entre l'aspect national et l'aspect infranational du déploiement de l'investissement social en France à l'occasion de cette stratégie pauvreté. Je ne reviens pas ici sur la méthodologie et les matériaux, hein, puisqu'on s'est basé sur les éléments que Romain a introduits tout à l'heure. Et je vous présente donc sans plus attendre la première partie, dans laquelle on s'est intéressé à la mobilisation des territoires nationaux dans le déploiement de l'investissement social. Donc on l'a divisé schématiquement en deux sous-parties. Dans la première, on s'est appuyé finalement sur la littérature scientifique existante et puis des entretiens réalisés avec des chercheurs pour montrer que l'investissement social va se décliner de manière différente suivant les pays en fonction des régimes d'État-providence auxquels ils se rapportent. Donc, tout d'abord, on peut dire que les travaux internationaux, notamment ceux de Julian Garritzmann, Bruno Palier, Celia Hausermann, témoignent de l'existence de 3 principales voies de réforme de l'État-providence qui seraient à l'œuvre dans le monde. Donc, on a d'abord le libéralisme de marché, qui est une stratégie de réduction des dépenses publiques, des dépenses sociales finalement, d'individualisation, de privatisation de la protection contre les risques sociaux. De l'autre côté, on aurait le protectionnisme social, qui mise sur la compensation financière de ces risques et la démarchandisation. Et enfin, on a l'investissement social, donc, que je vous ai déjà présenté, et qui serait la voie de réforme dominante à l'heure actuelle. Mais selon les pays, elle se redécline elle-même en 3 stratégies possibles, du point de vue cette fois-ci de son profil distributif, c'est-à-dire des publics à qui les politiques d'investissement social vont bénéficier. Donc, par exemple, quand les droits, les services sociaux sont distribués selon une logique universaliste et profitent à toutes et tous, on va parler d'investissement social inclusif. Quand ils sont dirigés vers des catégories précises d'individus précaires, comme les jeunes par exemple, on va parler d'investissement social ciblé. Et enfin, quand les classes moyennes et les classes supérieures sont soit explicitement, soit de fait les destinataires privilégiés, on va parler d'investissement social stratifié. Et donc finalement, quand on regarde concrètement quel pays va miser plutôt sur quelle stratégie, on voit qu'on retombe peu ou prou sur les 3 régimes d'État-providence que vous connaissez sans doute, les 3 idéotypes d'État social qui ont été mis en avant par Gösta Esping-Andersen dans les années 90, avec, donc comme on le voit dans le tableau, d'abord le modèle socio-démocrate, qui caractérise plutôt les pays scandinaves, avec l'État qui assure une large couverture des risques sociaux dans une logique universaliste, et puis avec un financement par l'impôt. Ensuite, on a le régime libéral anglo-saxon, dans lequel l'État laisse une grande place au marché, mais assure un filet de sécurité minimum à certaines catégories de population, dans une logique de conditionnalité, de modestie, et à travers un financement mixte. Et enfin, le régime conservateur corporatiste, qui rassemble plutôt les pays d'Europe continentale et méditerranéenne, et où l'État va se concentrer particulièrement sur la protection des travailleurs, dans une logique cette fois-ci de contributivité, de proportionnalité, et via un financement par les cotisations. Et donc, comme vous le voyez aussi dans ce tableau, le type de stratégie d'investissement social qui domine dans un pays apparaît assez dépendant du régime d'État-providence qui préexiste. Donc voilà, ça reste au stade d'hypothèse pour l'instant, hein, ça mériterait d'être étayé par un travail d'enquête plus systématique, mais c'est une intuition qu'on a et qui est partagée par Bruno Palier notamment. Et finalement, de prime abord, on pourrait se dire que ce lien vient relativiser finalement la force de la typologie des 3 types d'investissement social, voire même la force de cette notion, puisqu'on rejoue finalement des distinctions qui avaient déjà été identifiées. Mais en même temps, je ne pense pas vraiment que ce soit le cas, puisque justement, dans leur analyse, Julian Garritzmann, Celia Hausermann et Bruno Palier s'intéressent à la place de ces héritages institutionnels dans le façonnement des réformes d'investissement social. Et donc finalement, en d'autres termes, on peut dire qu'il y aurait une transformation qui se joue autour de cette notion, mais la façon dont les territoires nationaux s'engouffrent dans cette voie demeure marquée par leur manière historique de concevoir les problèmes sociaux et les politiques sociales. Et donc, pour faire le lien avec notre deuxième sous-partie sur le déploiement de l'investissement social en France au niveau national, on pourrait essayer de la situer dans ce tableau, mais la littérature est
est divisé en la matière, puisque beaucoup d'auteurs considèrent que la France se rapproche du régime conservateur corporatiste, mais on a aussi une dimension assistentielle dans certaines politiques qui la rapproche des autres régimes. Et finalement, on retrouve ce caractère hybride quand on regarde la forme prise par l'investissement social en France au niveau national, puisque on a des auteurs qui ont montré que les premières mesures françaises d'investissement social relèvent d'une stratégie stratifiée, alors que la stratégie pauvreté témoigne plutôt d'une orientation ciblée. Et c'est donc ce qu'on étaye dans notre deuxième sous-partie que je vais maintenant vous présenter. Euh, voilà, alors que beaucoup de pays développent des politiques nationales teintées d'investissement social depuis les années 2000, c'est avec la stratégie pauvreté de 2018 que se constitue en France finalement le principal vecteur de diffusion de cette réforme, du moins au niveau de ses objectifs de départ, puisque c'est donc une stratégie qui met l'accent sur la petite enfance, la formation, l'insertion et l'emploi, dans une logique de prévention, alors que, Marc et Romain l'ont dit, la lutte contre la pauvreté renvoyait jusqu'alors plutôt à la revalorisation des allocations et au soutien aux actions caritatives. Et plus précisément, euh, on a regardé, donc, avec Marc notamment, à quelle stratégie on pouvait rapporter les 35 mesures initiales de la stratégie pauvreté. Et on a vu que 34 d'entre elles relèvent de l'investissement social et qui plus est, 25 ont une orientation ciblée. Donc finalement, dans ses intentions initiales, la stratégie pauvreté serait porteuse d'une double ambition de transformation par rapport au modèle historique d'État-providence français, qui est historiquement davantage marqué par le protectionnisme que par l'investissement social, et parmi les plus rares politiques d'investissement social qui existaient, qui étaient davantage marquées par une logique stratifiée que par une logique ciblée, qui est celle que reprend plutôt la stratégie pauvreté. Mais finalement, comme on l'a vu, la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire viennent relativiser l'influence de l'investissement social sur la stratégie et également le poids de la logique ciblée, puisqu'on a eu 14 mesures supplémentaires qui ont été ajoutées à la stratégie après ces événements. Et finalement, parmi ces mesures-là, la moitié relève assez directement du protectionnisme social. Donc on se retrouve finalement face à une stratégie qui est assez hybride, au sein de laquelle on a une cohabitation entre une logique d'investissement social ciblé, quelques dispositions inclusives et une logique plus traditionnelle de protectionnisme social. Mais malgré ces relativisations, on voit donc tout de même que l'investissement social commence à infuser les politiques nationales françaises de lutte contre la pauvreté, du moins en tout cas pour la stratégie dans ses intentions. Mais on peut maintenant se demander donc quel rôle jouent les territoires infranationaux dans le déploiement de cette référence à l'occasion de cette stratégie, et puis réciproquement, quel rôle leur attribue l'investissement social. Donc c'est le sujet de notre deuxième partie, qu'on a elle-même divisée en 3 sous-parties. Et avant de laisser la parole à Marc, je vais rapidement vous présenter le premier point, dans lequel on est revenu sur l'appropriation de cette référence par les acteurs infranationaux qui donc étaient impliqués dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie pauvreté. De manière générale, on peut dire que les propos des enquêtés apparaissent souvent congruents avec les principales composantes de l'investissement social, notamment avec l'idée de miser sur l'enfance, sur l'insertion, sur le développement des compétences et de l'autonomie. Mais cette appétence, entre guillemets, dépend tout de même des institutions et des organisations qu'on interroge, avec, par exemple, parmi les acteurs qui sont les plus en accord avec cette logique de l'investissement social, une surreprésentation des acteurs publics, qui sont parmi les plus promptes à souhaiter revoir l'équilibre entre protection sociale compensatoire et accompagnement à l'autonomie, à promouvoir également l'efficience des politiques sociales. Et à l'inverse, on a des propos plus critiques, interrogatifs, sceptiques, qui sont plutôt venus des acteurs du monde associatif ou des personnes en situation de précarité qu'on avait interrogées. Par ailleurs, le repérage de l'investissement social en tant que stratégie générale de réforme de l'État social reste assez flou pour beaucoup de personnes qu'on a interrogées. C'est-à-dire que, à l'exception de quelques acteurs de départements, de CAF, qui se revendiquent explicitement de cette approche, on a très peu d'interlocuteurs infranationaux qui
pas forcément qui évoquent le terme, mais même qui interprètent les différents changements qu'ils observent ou qu'ils prônent comme faisant partie d'une stratégie, d'un ensemble intégré. Et finalement, c'est d'ailleurs pas si étonnant dans la mesure où, dans le cadre de la stratégie pauvreté, la diffusion multiniveau de l'investissement social s'est heurtée à un système de gouvernance complexe, mais c'est Marc qui va maintenant vous présenter ce point. Oui, alors effectivement, quand on regarde au niveau local, on va retrouver ce qu'on connaît aussi sans doute au niveau des élites nationales, mais qui nous a assez surpris. On aurait pu penser que en allant vers les acteurs locaux, les élus, les directeurs généraux de services des collectivités, les responsables politiques sociales dans les collectivités, vous avez vu, régions, départements et métropoles, on aurait pu rencontrer avant tout des chantres de la différenciation et de la décentralisation. Eh bien, pas du tout. En fait, on a rencontré deux types d'acteurs qui globalement se divisent sur la forme de gouvernance qu'il conviendrait de mettre en œuvre sur ces questions de lutte contre les inégalités et de lutte contre la pauvreté. Il y a de manière très traditionnelle, et même dans les collectivités, un certain nombre d'acteurs, souvent très influents, pour qui, certes, la différenciation territoriale est considérée comme facteur d'efficacité, d'efficience ou de rénovation démocratique. C'était déjà trois propriétés qui étaient mises en avant par Patrick Assenteufel, qui était notre discutant tout à l'heure, dans un papier sur la place du local dans les politiques sociales. C'était déjà il y a 25 ans. Et effectivement, cette idée de la différenciation comme facteur de justice et de pertinence des politiques sociales a infusé. Mais à côté de ça, au nom de la lutte contre la pauvreté, et au nom du principe d'égalité, un certain nombre d'acteurs considèrent que c'est d'abord de la responsabilité des autorités centrales d'édicter la stratégie, de prendre des responsabilités dans des mises en œuvre de politiques nationales et de compléter cet effort et cette primauté du national par des contractualisations, du faire-faire. Mais bien, Romain parlait du gouvernement à distance, du faire-faire des collectivités et des associations en la matière. Donc, sur ces questions de pauvreté, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus réformateur qui pousserait définitivement la différenciation et la territorialisation. Et donc, on est à la recherche d'un compromis, on sent bien, mais un compromis qui est du coup assez flou entre la responsabilité des différents niveaux. Et donc, tout ça fait que cette notion d'investissement social qui est plutôt prônée, nous semble-t-il, dans le cadre de la stratégie par les autorités nationales, en tout cas dans un premier temps et avant la crise des Gilets jaunes, a du mal à s'imposer aux acteurs locaux qui ont leur historicité en la matière. Et puis, si on rentre de manière plus fine en distinguant les territoires, parce qu'on en a vu pas mal, on a vu aussi des configurations très différentes en termes de capacité politique à investir le champ de la lutte contre la pauvreté. Alors, globalement, et ça ne vous surprendra pas, on a rencontré dans un certain nombre de lieux des configurations territoriales très dispersées et à faible capacité politique, où les acteurs territoriaux sont relativement absents et les collectivités peu impliquées. Et un État qui est presque soumis à injonction paradoxale, puisqu'il a lui-même des difficultés à se mettre en ordre, mais il est extrêmement attendu par les acteurs locaux, puisqu'ils ils sont là demandeurs de l'intervention des autorités locales. Deuxième type de configuration, plus fragile ou en cours d'institutionnalisation sur la lutte contre la pauvreté, des acteurs territoriaux qui sont mobilisés, et des collectivités impliquées, mais au sein de réseaux locaux qui ne sont pas encore stabilisés et qui connaissent des problèmes de ressources. Et là, l'État est sollicité pour occuper une fonction de soutien actif, voire de coproducteur aux stratégies locales, voire même de co-animateur aux stratégies locales. Et l'État n'a pas toujours non plus là les moyens ou l'appétence ou le style pour occuper cette place finalement assez active qui serait attendue de lui. Et enfin, presque à l'opposé, des configurations territoriales stabilisées,
très stabilisés quelquefois dans le temps. Et là, on est vraiment en place de systèmes territoriaux anti-pauvreté qui sont inscrits dans la durée, souvent avec des collectivités la garante d'un projet et d'une distribution stabilisée des rôles entre les acteurs associatifs, communes, départements et ainsi de suite. Et là, globalement, les ressources de la stratégie sont les bienvenues, mais les injonctions stratégiques et normatives de l'État, pas du tout attendues, et encore moins sa velléité d'évaluation des initiatives locales. Donc là, on a des systèmes qui cherchent à utiliser les ressources de la stratégie tout en tenant à distance respectueuse, mais distance quand même, le commissaire et les autres dispositifs un peu proactifs de la stratégie. Et donc là encore, des systèmes qui ne sont pas forcément très réceptifs vous le comprenez, à la cohérence et voire à l'aspect proactif de la référence à l'investissement social. Et enfin, dans le cadre de cette réflexion, on a essayé avec Eline de croiser un petit peu cette pénétration, alors un peu chaotique, hein, vous le voyez, de l'investissement social sur les territoires en réfléchissant au-delà des processus de gouvernance, quelle place, plutôt la cognitive, quelle place au niveau des idées, au niveau de la fonction, est appelé à jouer le territoire de proximité dans la lutte contre la pauvreté quand on se réfère à l'investissement social et précisément à la stratégie. Alors, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que la stratégie nationale, là, va jouer de 4 répertoires de socio-territorialisation, c'est-à-dire des répertoires où le territoire est attendu comme devant jouer un rôle dans la lutte contre la pauvreté, 4 territoires assez traditionnels qu'on connaît maintenant depuis les années 80. La logique de l'administration intégrative où le territoire est plutôt le lieu d'un support de maillage des territoires et des publics par les équipements et les services. Et là, on pense à l'accueil social inconditionnalisé ou inconditionnel, pardon, les maisons de santé ou les points conseil budget qui sont toutes des mesures de la stratégie. Les logiques d'aménagement réparateur où le territoire est perçu pour en particulier les quartiers politiques de la ville comme devant pouvoir bénéficier de mesures de compensation. Et là, on pense aux places de crèche ou au dédoublement des classes de CP qui ont été réservées à certains territoires et pas à tous. Et puis, 2 autres répertoires aussi qu'on a repérés depuis longtemps, la gestion modernisatrice où le territoire, c'est le lieu de la conception et de la mise en œuvre de logiques d'adaptation des normes de gestion. On pense là à la mise en place des commissaires, par exemple. Et puis les logiques de développement endogène, développement social local, où le territoire est plutôt le lieu de l'animation de diagnostics participatifs et de mobilisation autour de projets collectifs. Et là, on pense aux premières expérimentations territoire zéro chômeur longue durée qui ont été reprises dans le cadre de la stratégie. Donc, on voit que là, la stratégie n'amène à ce stade-là rien de nouveau sur la manière de mobiliser les territoires dans la lutte contre la question sociale. Sauf qu'avec l'investissement social, on va avoir une autre manière de mobiliser les territoires qui commence à prendre forme, que nous appelons là de l'activation inclusive, au regard de la discussion de tout à l'heure, activer la mobilisation des individus en leur proposant des ressources de proximité, sous forme de services, sous forme d'étayage, sous forme de passerelles accompagnement-emploi, pour les inciter à construire des parcours socialement responsables et aussi dans une logique inclusive de travail de la société sur elle-même pour être plus à l'écoute ou plus tolérante avec les différents. Et la mise en place du SPIE nous paraît aller dans ce sens-là. Donc, pour terminer, là, avec l'investissement social, on voit arriver une nouvelle conception de la relation du territoire à la question sociale, le territoire comme le creuset de ressources de proximité dans lesquelles l'individu doit puiser pour construire des parcours socialement responsables et de plus en plus orientés vers l'emploi. Eline, je vous repasse la parole pour la conclusion.
Oui, merci Marc. Donc finalement, pour conclure, on peut dire que le déploiement de l'investissement social se généralise sur le plan international depuis les années 2000, mais que son implantation dans les territoires nationaux demeure différenciée, donc du fait des traditions antérieures qui y prévalent en matière de régime d'État-providence. Qu'en France, l'influence de cette approche demeurait peu perceptible jusqu'à la stratégie pauvreté, dont les mesures initiales attestent bien d'une volonté de transformer en profondeur l'État social français. Mais au-delà de finalement la conception de la stratégie, celle-ci n'aurait contribué que partiellement à la diffusion de l'investissement social dans les territoires français, que ce soit au niveau national ou infranational, puisque, on l'a vu, suite à la crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire, on a de nouvelles mesures qui ont redonné une place au protectionnisme social. Et d'autre part, on a vu que l'appropriation de cette référence par les acteurs infranationaux demeurait relative, ce qui n'est donc sans doute pas sans lien avec la complexité qui caractérise la gouvernance multiniveau de la stratégie pauvreté. Mais si cette diffusion de la référence à l'investissement social s'avère assez erratique, on voit tout de même qu'elle contribuerait à faire évoluer de manière incrémentale le rôle des territoires infranationaux dans la prise en charge des problèmes sociaux. Et puis, finalement, au-delà de la seule stratégie pauvreté, et peut-être de manière plus bottom-up, on pourrait aussi faire l'hypothèse que des acteurs infranationaux font de l'investissement social sans le dire, sur d'autres types de politiques publiques, peut-être depuis plus longtemps qu'on le pense, mais voilà, ces sujets restent bien sûr à creuser. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et on passe tout de suite la parole à Olivier Giraud, qu'on remercie aussi beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui et d'accepter de discuter cet article. Euh, Écoutez, c'est moi qui vous remercie. J'essaye de retrouver mes notes. Je n'ai pas, comme Patrick, pris soin de les imprimer, donc je vais lire sur l'écran. Alors, merci beaucoup donc, de m'avoir donné l'opportunité de lire ce papier, enfin, cet article, puisque c'est annoncé là dans le PowerPoint qui sera sans doute publié avant la fin de l'année. Donc, j'ai trouvé l'article vraiment très riche puisque vous êtes dans une vraie démarche réflexive à la fois sur la nature même de la stratégie d'investissement social, mais il y a une autre discussion de fond, hein, sur la pluriscalarité de l'action publique. Et puis, il y a une autre qualité que j'ai trouvée à ce papier, c'est que vous tenez aussi pratiquement tout du long de votre réflexion, de votre analyse, la mise en tension entre les aspects discursifs, disons, de l'investissement social, bon, cognitif, on peut les appeler un peu comme on veut. Donc, tout ce qui concerne, au fond, les promesses qui sont adressées par, c'est quand même un programme politique, au fond, avec des mécanismes qui sont des mécanismes sociopolitiques, disons, et qui renvoient plus à des enjeux de mobilisation d'acteurs et d'orientation des actions autour de ce registre de l'état d'investissement social. Euh, alors, et je trouve que vous arrivez avec des résultats qui sont vraiment très intéressants sur où on en est, au fond, des logiques structurantes de la décentralisation à la française ou du multiniveau, du multiscalaire à la française. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps, on a vraiment besoin de papiers comme vous, comme celui que vous nous livrez, pardon, qui développe, qui dépasse, pardon, le côté c'est compliqué, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de tensions, machin, pour nous donner des résultats et pour nous montrer qu'il y a quand même des logiques, qu'on voit des structures, qu'on voit des regroupements, qu'on peut faire des typologies et du coup, ça apporte de la connaissance au sens propre du terme. Ça nous apporte de l'intelligence de ces systèmes. Effectivement, ils rebutent effectivement souvent par leur complexité. Et puis en plus, c'est vrai que tous ces travaux aussi souvent sur les pouvoirs locaux, souvent il y a, moi je suis parfois un peu rebuté par ce travaux parce qu'il y a parfois beaucoup de verbiage, un langage qui est un petit peu fasciné finalement par la complexité aussi socio-politico-administrative des choses. Et c'est parfois, même si moi je viens de cet univers-là, de l'analyse des politiques publiques en France, on est parfois un petit peu rebuté par cette espèce d'auto-fascination, voilà, par la complexité de l'outil. Donc là, vraiment, vous affranchissez de tout ça et le papier est très, très, très éclairant par beaucoup d'aspects et par les résultats, surtout encore une fois que vous livrez. Alors, au-delà de ça, quand même, j'ai quand même un certain nombre de critiques, enfin, de points de vue, bon, voilà, d'interrogations.
Et il y en a une qui est un petit peu transversale, puis ensuite je vais essayer d'entrer un peu plus dans les choses, mais il y a une première interrogation qui m'est venue. Bon, je savais pas où en était le degré de maturation du papier, donc je vous livre les choses. Après, voilà, il y a peut-être des critiques ou des remarques qui sont un peu inutiles d'une certaine façon, puisque visiblement le papier va sortir, mais c'est peut-être aussi un input valable pour la discussion ou pour des publications, valorisation par ailleurs. Bref, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est le positionnement, au fond, à la fois comparaison internationale et puis infranationale, territorialo-centrée, où on descend presque jusqu'au niveau d'individus, hein, des cas individuels. Bon. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'était quand même, pour le coup, une stratégie comparative qui est quand même très ambitieuse. Et je dois dire que je ne suis pas absolument persuadé, pour le coup, de la valeur ajoutée de cette stratégie-là. Parce que je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on apprend quelque chose de spécifique de la mise en relation entre la diversité des configurations nationales et la diversité des configurations internationales? Je pense que c'est pas le cas. Je pense que ça aurait pu être le cas si vous aviez fait le choix de caractériser les logiques scalaires des différents pays en disant, bon, bah, et ce qui est compliqué d'ailleurs, puisque c'est compliqué de faire ça, parce que on sait bien que les systèmes sociaux-démocrates, par exemple, ils oscillent tout le temps entre très grande centralisation et très forte décentralisation. Donc c'est un truc qui est pas facile à faire. Ça peut se faire, ce serait intéressant, mais là c'est pas fait, donc du coup je comprends pas l'intérêt d'avoir mis en relation tout ça. Bon. Alors ensuite, j'aurais trois séries de remarques. Une première sur un certain nombre de petites notions analytiques qui m'ont intéressé, sur lesquelles je voudrais revenir. Ensuite, peut-être plus sur des enjeux théoriques et analytiques qui sont développés dans le papier, puis après plus sur des enjeux méthodaux. Mais là, pareil, hein, c'est pour the sake of the conversation, hein, comme dirait l'autre. Hein, c'est presque plus pour nous, en tant qu'académiques, qu'on essaye de réfléchir au fond sur nos méthodes, peut-être. Alors, la première notion sur laquelle, donc je commence avec les remarques sur les notions. La première notion qui a attiré mon attention, alors pas très favorablement, c'est cette notion d'hybridation institutionnelle, et que je suis pas sûr d'avoir compris. Bon, moi déjà, à la base, j'aime pas trop la notion d'hybridation, vraiment à la suite aussi de ce que dit Appadurai, hein, dans ses travaux comparatifs, parce que j'ai l'impression qu'autour de cette notion d'hybridation, on perd l'intérêt des différentes composantes qui donnent lieu à l'hybridation. Et on a l'impression que les choses se dissolvent, et je suis pas sûr qu'on en apprenne grand-chose. Et puis pour moi, l'hybridation, c'est plutôt quand on a deux éléments de même nature qui rentrent en relation et qui peut-être donnent une forme différente. Mais là, ça renvoie plus effectivement à des normes nationales qui sont réappropriées par des réseaux d'acteurs qui sont forcément contrastés, etc. Bon. Et alors ça, du coup, en plus, ça fait penser déjà à des choses. C'est vraiment, pour moi, ça c'est vraiment les analyses en termes de régulation, que ce soit en sociologie ou en sciences politiques. Donc on a déjà finalement une caractérisation de ce type de logique. Et je vois pas bien, on a donc cette tension, mise en tension entre un ordre normatif spécifique et puis un ordre plus opérationnel. Donc je vois pas bien ce qu'apporte cette notion d'hybridation institutionnelle pour ma part. Mais bon, pas très important. En revanche, j'ai trouvé très utile la notion de territoire telle que vous l'utilisez, avec une définition qui est très simple, hein, comme un niveau d'action dans lequel on retrouve tous les acteurs qui interviennent dans cet espace d'action. Et j'ai trouvé ça très productif finalement. Là, pour le coup, au contraire, cette simplicité de la démarche analytique et de la façon finalement de créer un univers d'enquête. Même si je me suis posé la question au fond de l'opérationnalisation de cette notion-là, mais peut-être on pourra y revenir très vite dans la discussion. Ensuite, j'avais des remarques sur les enjeux plus analytiques. Alors, j'ai écrit aussi théorique, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. C'est plus des enjeux analytiques. Et il y en a un qui renvoie vraiment à quelque chose qui parcourt le papier. C'est vraiment à propos de cette stratégie d'investissement social, la tension entre le mot et la chose, finalement. C'est-à-dire, on voit bien que la stratégie d'investissement social, c'est aussi un label politique. Et du coup, vous le dites à plusieurs reprises, d'ailleurs, Aileen, vous avez terminé sur cette remarque,
on n'est jamais tout à fait sûr de bien caractériser les choses. Et on a sans doute des acteurs sociaux, politiques, qui font de l'investissement social et qui ne sortent pas forcément ce drapeau-là. Et à l'inverse, on est à peu près sûr qu'il y a des tas d'actions qui vont être labellisées investissement social, alors que ça n'a en réalité rien à voir avec de l'investissement social. Et d'ailleurs, cette histoire-là, moi, ça me rappelle quelque chose, parce que finalement, l'investissement social, ça vient quand même dans le sillage des approches de Third Way, hein, de troisième voie, le papier Blair-Schroeder de 98 ou 99, toute cette idée-là et tout ce débat qui a été lancé d'abord sur les social-démocraties au début des années 2000, dans lesquels tout le monde est plus ou moins rentré, sauf des tas de gens qui ont résisté à ça. Si vous vous souvenez un peu de ces débats, bon, bah maintenant, qui ont 20 ans, donc par exemple, Aileen, pour vous, ça fait peut-être difficile de s'en souvenir, mais pour les plus anciens, on s'en souvient peut-être un petit peu. Il y a des tas de gens qui ont résisté à rentrer dans cette affaire, Jospin le premier, mais qui était pas qui était Premier ministre à l'époque. Mais les sociodémocrates scandinaves étaient aussi très rétifs à rentrer dans cette affaire en disant, mais enfin, l'investissement social, mais on a toujours fait ça et on a toujours justifié d'un point de vue rhétorique, au fond, nos stratégie politique de lutte contre les inégalités avec un registre aussi économique. Et on sait que dans le cas de la Suède que c'est allé très loin avec un accompagnement aux reconversions industrielles très appuyé, avec des dépenses de formation professionnelle dans certaines branches, pour être véritablement dans cette logique de prévention du chômage, de prévention de l'effondrement économique de régions entières. Les Allemands ont fait ça aussi dans la Ruhr, dans les années 80, quand la sidérurgie d'Allemagne de l'Ouest s'est effondrée comme une grande partie de la sidérurgie européenne. Pareil pour la social-démocratie. Mais donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est au fond, comment on peut essayer de dépasser finalement cette tension entre une rhétorique, et c'est vrai que faire de la politique, c'est aussi produire un discours, c'est aussi être dans l'ordre rhétorique, et de la finalisation finalement des dépenses de façon très précise, c'est-à-dire du classement et être capable de faire le départ entre ce qui est une dépense véritablement à vocation protectrice ou qui va avoir un potentiel économique et quelque chose qui ne l'est pas. Alors, moi, je sais qu'il y a des chercheurs qui ont essayé de faire ça quand même, hein, et ça demande du travail très fin et avec un recours au quanti qui est compliqué. Il faut se colter à des bases de données qui sont difficiles à pénétrer, donc il est difficile de pénétrer la logique. Alors ça, c'est l'aspect un peu quanti de la démarche pour essayer voilà, ou du quali très approfondi, où on arrive finalement, en travaillant sur une population, sur un problème spécifique au niveau d'un territoire, me semble-t-il, à faire un peu le départ des actions qui sont véritablement, qu'on pourrait classifier comme des actions véritablement protectrices, stimulantes, hein, ou des actions un peu, je ne sais pas, plus traditionnelles. Hein, et du coup, ça, je me suis posé la question de savoir comment peut-être vous appropriez cette question-là, c'est-à-dire là, pour le coup, comment essayer de briser un peu cette ambiguïté, cette ambivalence finalement entre l'angle rhétorique, entre l'ordre, pardon, rhétorique et l'ordre plus opérationnel. Après, je me suis posé la question de savoir si au fond, et c'est quelque chose aussi qui parcourt le papier, mais qui n'est pas véritablement dit de façon très explicite, me semble-t-il, l'idée qu'au fond, cette affaire-là, ça renvoie à un des enjeux qui est peut-être parfois un peu passé sous silence des travaux sur les approches cognitives dans l'analyse des politiques publiques, qui sont des travaux qui sont très anciens, là aussi, ça date des années 80. Et je me suis demandé si, au fond, une des vertus des référentiels, des paradigmes, tous ces différents mots-clés avec lesquels on a caractérisé les différentes approches, alors, qui renvoient à chaque fois à des mécanismes spécifiques, des acteurs, etc., des modes opératoires spécifiques. C'est pas pour tout mettre dans le même sac, mais il y a quand même cette idée qu'on a besoin de mots précisément, qu'on a besoin de cet ordre rhétorique.
Mais pourquoi on a besoin de cet ordre rhétorique? Sans doute pour créer des coordinations sociales. Je pense que c'est un des enjeux très importants dans des sociétés démocratiques, pluralisées, ouvertes comme les nôtres, décentralisées, avec des acteurs autonomisés, etc., de prendre conscience finalement de cette pluralité, de cette autonomie, etc., et de dire, mais au fond, ces mots-clés-là, ces référentiels, on ne peut pas contraindre les acteurs, ça a été dit dans les présentations, on ne peut pas contraindre véritablement les acteurs, on essaye de le faire, surtout dans un pays comme la France, mais on a du mal à y arriver. Donc on jette aussi des mots-clés, on essaye de persuader finalement les acteurs, et c'est vrai que dans les grandes typologies, sur les logiques des instruments d'action publique, il y en a une des logiques d'action qui est absolument importante, c'est celle de la persuasion. Et je pense que derrière ce type de mot d'ordre, on a vraiment cette affaire-là. Alors là, pour le coup, je me demande si ce ne serait pas une veine finalement à se saisir, de dire, de prendre au sérieux cette hypothèse-là et du coup d'essayer peut-être de penser les pluralités des choses qu'on voit à travers finalement ce registre ou ce mode opératoire de la persuasion et peut-être d'en tirer des conclusions ou des analyses qui seraient un petit peu spécifiques. Voilà. Bon, après, j'aurais d'autres choses à dire sur cette affaire-là, mais je sens que c'est trop long, donc j'avance. Euh, euh, oui, sur l'autonomie des acteurs locaux et sur, au fond, ce qui se passe véritablement dans cette pluriscalarité, mais en fait, je pense que ça va reboucler avec ce que j'avais envie de dire en conclusion sur la méthodologie. Donc, je vais rassembler ce point-là avec les points suivants sur la méthode. Euh, Là, dans le papier, bon, ben là, c'est un effet de présentation, c'est-à-dire, vous êtes dans un papier qui est plus comparatif, vous êtes dans la typologie, et donc on voit pas bien les ressorts de l'autonomie des acteurs locaux ou d'acteurs peut-être plus d'un niveau plus intermédiaire, comme bon, les départements ou peut-être des réseaux qui seraient un peu pas complètement locaux, puisque vraiment dans cette pluriscalarité aujourd'hui, on a vraiment plein de niveaux en réalité. Hein. Bon, c'est pour ça que ce terme de territoire est si pratique et que votre méthode de cette façon de délimiter de façon très pragmatique autour des interactions sociales, finalement, je trouve vraiment stimulante, mais pour vous affranchir aussi des cadres institutionnels d'ailleurs. Donc ce serait sans doute l'objet d'un papier par ailleurs, hein, de pouvoir montrer précisément quelles sont les ressources, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui anime finalement cette autonomie des acteurs locaux et puis au fond aussi pour en faire quoi. Alors là où ça renvoie peut-être à un choix méthodologique, mais qui sans doute vous appartient pas, qui est celui de la recherche en général, qui peut-être vous a été imposé aussi en partie, on voit bien dans comment dire, les recherches sur appel d'offres, on est souvent aussi obligé de négocier un peu les méthodes, de dire, ben, on propose de travailler sur 2, 3 cas de façon très approfondie, puis les financeurs nous disent, non, ça va pas, il faut plus de cas parce que je sais pas quelle raison. Bon, du coup, on rentre dans quelque chose qui est là un nombre de cas quand même important sur lesquels vous travaillez. Si vous ne pouvez pas compter, mais j'ai l'impression que vous avez une dizaine de cas départementaux. Et j'ai l'impression qu'on est du point de vue de la logique vraiment des approches comparées dans le piège du small n, hein, comme disent les comparatistes, c'est-à-dire on a trop de cas pour faire du quali où on est absolument sûr de bien connaître chacun de nos départements, chacun de nos configurations territoriales à fond, hein, de connaître les acteurs, de connaître l'histoire, de connaître les logiques, etc., de façon extrêmement approfondie. Et on n'a pas assez de cas pour faire de la vraie généralisation où on pourrait commencer à mettre les choses en série. Alors, c'est pas du tout une accusation, c'est vraiment, encore une fois, dans notre cadre, là, entre nous, pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un peu au prix avec ce piège du small n, de cette espèce voilà, encore une fois, de nombre de cas un peu intermédiaires. Alors moi, je me dis que vous avez déjà fait l'essentiel du travail en faisant ce travail de typologie, qui est une première façon, me semble-t-il, de faire un premier classement et peut-être de regarder ensuite de façon très approfondie sur un cas qui serait absolument emblématique, que vous sentez absolument emblématique de la gestion modernisatrice ou du développement endogène. Enfin, j'ai trouvé en plus là les labels avec lesquels
qui sont pour moi le résultat le plus intéressant, en tout cas qui m'a le plus, j'ai appris le plus de choses du travail comparatif, pour essayer de comprendre justement des dynamiques d'acteurs de façon un tout petit peu plus précise, un peu plus assurée sur qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a voilà, un réseau d'élus qui fonctionne bien, ou au contraire des conflits homériques entre un président du conseil départemental et les gens de grandes villes. On voit bien, on sait que parfois ça se résume malheureusement à des choses un petit peu, voilà, je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt politologique, mais en tout cas ça fait partie aussi des choses. Voilà, donc, mais bon, pour dépasser un peu ça, justement, qu'est-ce qui se passe comme type de logique et aussi par rapport aux valeurs, peut-être une façon de reboucler, ça peut être de dire, mais par rapport aux rhétoriques, par rapport à est-ce qu'on comprend la même chose derrière les aspects purement rhétoriques, discursifs de l'investissement social? Est-ce qu'il y a est-ce que l'idée de la coordination, par exemple, fonctionne bien dans un territoire donné, ou, voilà, dans une configuration donnée? Et ensuite, sans doute, ça renvoie aussi à des logiques de ressources, hein, parce que je pense que les aspects strictement politiques au sens discours de coordination, discours rhétorique ne font pas tout. Et bien sûr qu'il y a des aspects structurels qui sont sans doute là derrière. Mais encore une fois, c'est pas du tout une critique, c'est juste pour dire un tout petit peu moi, je me réjouis, disons, pour le dire autrement, beaucoup de lire des papiers que sans doute vous sortirez ensuite et qui seront pour le coup des exploitations plus quali ou plus proches de vos territoires, peut-être que ce niveau intermédiaire qui met beaucoup l'eau à la bouche et d'en connaître plus sur les configurations, voilà, plus précises. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Je regarde en même temps Éline pour voir dans quel ordre on va réagir. Peut-être vous donner, si vous en étiez d'accord, Éline, le mot de la fin au vu de ce que vient de dire Olivier et qui sans doute vous invite à nous dire un tout petit peu plus sur votre projet de thèse actuel, puisque une partie des critiques ou des attentes ou de l'appétence que vient de témoigner Olivier pour une approche plus approfondie de certains cas, ben, vous êtes en plein dedans. Donc, je propose que vous terminiez peut-être cette présentation par quelques éléments de prolongement de ce travail par rapport à votre propre agenda. Et moi, je vais juste intervenir sur peut-être rapidement deux points. Voire, oui, deux points. Le point auquel j'ai été particulièrement sensible dans ce que vient la critique, la voie de recherche qu'a pointé Olivier, c'est celle autour du label que représente l'investissement social, donc une catégorie à la fois rhétorique et possiblement stratégique et opérationnelle, et comment se retrouver un peu dans tout ça. Label, totem, effectivement, c'est aussi une ressource de positionnement politique pour Emmanuel Macron à un moment donné. C'est pas que ça, bien évidemment, l'investissement social, vous l'avez redit, ça vient sur le temps long. Et Éline a fait depuis tout un travail sur l'historicité de la notion, mais à un moment donné, dans l'agenda politico-administratif français, il va jouer un rôle, effectivement, de totem pour essayer de rassembler autour de quelques idées une nouvelle configuration d'acteurs mobilisés de manière un peu plus ferme autour de la lutte contre la pauvreté. Et effectivement, vous le pointez, ça fait écho aussi à des travaux de Philippe Zitoun. Les mécanismes de la persuasion vont essayer de jouer à plein pour enrôler les acteurs locaux dans cette perspective. Et Chantal Nicole Drancourt nous propose la notion de perspective avec le flou que peut permettre la plasticité de la notion de perspective d'investissement social. Donc, on va avoir effectivement un certain nombre d'initiatives, de mesures, de dispositifs qui vont pouvoir être labellisés du point de vue de l'investissement social sans qu'on fasse la preuve, bien évidemment, de leurs effets en termes de rendement économique positif, pour prendre le terme. Et alors, tout ça nous paraissait assez clair et
la notion nous paraissait assez claire, et c'est l'ambiguïté aussi de cette notion nous paraissait, en tout cas la plasticité de cette notion nous paraissait assez claire dans le travail qu'on a fait d'analyse avec les uns et les autres, et puis où on a eu quand même une révélation de la diffusion finalement très relative de cette rhétorique et de ces justifications, c'est quand on a fait avec Romain, avec Eline et puis avec toute l'équipe, la restitution de ce travail auprès des commissaires. Peut-être que certains nous écoutent aujourd'hui. Et quand certains qui avaient sans doute pas eu le temps de lire nos conclusions, parce qu'on venait juste de les sortir, nous ont écoutés, ils nous ont dit non, 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 mais parce qu'en gros, vous l'avez compris, dans le déploiement de la stratégie, on dit qu'il y a deux temps, un temps sur la conception où l'investissement social joue un rôle majeur et un temps dans la mise en œuvre qui relativise cette référence à l'investissement social. Et finalement, certains commissaires nous ont dit, mais de l'investissement social, non, non, on en fait sans arrêt. Pour eux, et donc on voyait la diffusion même relative au sein du corps même de ceux qui avaient été mis en œuvre pour déployer cette notion. Pour la plupart d'entre eux, la référence théorique à l'investissement social, cette notion de rendement économique positif du fait de leviers autour des capacités, des compétences et de l'activation, n'était pas connue. Et le seul fait de dépenser dans le social était pour eux de l'investissement social. Et donc là, on en est presque tombé de la chaise. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas digéré certains, alors peut-être les nouveaux par rapport aux plus anciens des commissaires, mais n'avaient pas digéré la notion même d'investissement social qui est pourtant très présentée dans les premiers documents et dans les premiers discours d'Emmanuel Macron et d'Olivier Noblecourt. Donc on voit bien que ce totem peut fonctionner même à vide de sa substance. C'est-à-dire que le mot en lui-même permet effectivement avant tout de justifier la dépense sociale, et même des dépenses de protectionnisme sont repérées ou en tout cas sont légitimées par certains des acteurs clés comme des dépenses d'investissement social parce qu'on dépense de l'argent sur le social. Donc une utilisation très extensive de la notion même qui est un formidable levier de justification comme vous l'avez pointé. Voilà, c'était le petit point que je voulais aborder. Et effectivement, dès votre première intervention sur la question des choix à la fois à l'international, pourquoi avoir joué international et infranational, et puis aussi sur cet appel à du ciblage beaucoup plus qualitatif dans notre méthode. Ben là, je laisse la parole à Eline parce que les deux points, je pense, sont au cœur des choix qu'elle est en train de construire d'un point de vue méthodologie dans sa thèse. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour. Eline, je te passe la parole. Oui, merci. Merci Marc, et puis merci beaucoup Olivier pour toutes ces remarques qui donnent beaucoup matière à penser. Surtout, comme le disait Marc, c'est vrai que ma thèse s'inscrit un petit peu dans la continuité des travaux qu'on a menés sur la stratégie pauvreté, et donc c'est vraiment très intéressant d'avoir vos retours sur ces questions-là. Oui, à la fois sur votre première et dernière remarque finalement qui se rejoignent un petit peu, je trouve, dans l'idée que finalement, dans cette recherche, on a essayé de balayer tout un tas de niveaux d'action publique avec une comparaison internationale, une comparaison infranationale, et qu'on n'a pas forcément réussi à lier les deux jusqu'au bout. C'est aussi une problématique qui m'intéresse aujourd'hui. Et puisque donc dans le cadre de la thèse que je réalise sur donc les politiques d'accompagnement des bénéficiaires du RSA pour étudier ce déploiement de l'investissement social dans les territoires, l'idée c'était de poser une problématique de base sur ce lien entre les différents modèles finalement d'administration territoriale qui existent, et puis les différents types d'État-providence aussi, et comment relier ces deux, comment expliquer les liens entre ces deux niveaux, avec finalement depuis des éclairages qui sont arrivés avec certaines lectures que j'ai eues, notamment je pense à un article qui est justement très intéressant, qui fait le lien entre la forme des modèles sociodémocrates et la forme territoriale de ces pays-là, puisque finalement on a des auteurs qui ont montré à travers des études quantitatives, pour le coup justement, donc ça rejoint aussi votre autre remarque, que finalement une des conditions préalables au développement d'un État-providence sociodémocrate, et donc finalement en soi d'un État-providence d'investissement social, si on tire
un petit peu la logique, c'est cette, disons, cette décentralisation, ce degré de décentralisation fort qu'il y a dans ces pays-là, mais pas seulement, aussi toute l'articulation qu'il y a entre l'État central et les territoires locaux, avec finalement une vision de la décentralisation qui est un peu moins concurrentielle que peut-être celle qu'on a en tête quand on est français centré presque, avec justement voilà, les auteurs qui montrent que l'État se positionne pour donner des moyens, garantir une équité territoriale et une forme de liberté constitutionnelle aux collectivités locales, mais une très grande liberté pour les collectivités locales pour déployer les politiques d'investissement social comme elles le souhaitent, avec aussi une concentration des différentes compétences qui jalonnent finalement l'investissement social sur des niveaux de collectivité qui sont proches. Et donc, ça permet aussi toute cette coordination de politique sociale. Donc voilà, il y a ces travaux-là qui sont venus depuis, suite à l'écriture de cet article, un petit peu renforcer notre vision de ces sujets. Et puis oui, quant à votre dernière remarque sur voilà, le fait qu'on a étudié une grande pluralité de territoires dans le cadre de ce projet, mais finalement sans pouvoir peut-être aller jusqu'au bout de la compréhension de chacun de ces territoires singuliers. En tout cas, pour ma part, pour les travaux ultérieurs, c'est ce projet qui a permis de sélectionner justement des territoires, plutôt pour faire de l'analyse vraiment quali, pour aller repérer les intuitions, enfin comment dire, avérer ou infirmer les intuitions qu'on avait eues pendant le déroulement de ce projet. Donc avec plusieurs départements que j'ai pu ensuite cibler pour aller finalement étudier deux types d'enjeux, hein, aussi en lien avec une autre de vos remarques sur l'investissement social comme concept finalement, et puis l'investissement social comme mot d'ordre politique qui permet aussi de défendre finalement les dépenses sociales, hein. En tout cas, dans ce que j'observe pour l'instant, quand on observe la mention de cette expression, c'est aussi parce qu'il y a un enjeu finalement de relégitimation des politiques sociales qui sont, comme tout le monde sait, assez bousculées, assez tirées vers l'emploi, vers leurs aspects économiques. Et donc finalement, l'investissement social, c'est peut-être aussi une stratégie rhétorique qui permet de relégitimer toute la plus-value de l'accompagnement social, des politiques sociales, etc. Et c'est en ça, je pense, qu'on l'observe dans certains territoires locaux qui l'utilisent comme comment dire, un totem un petit peu pour légitimer leur action en la matière. Et puis peut-être, oui, pour finir, pour pas que je prenne tout votre temps non plus, mais sur les aspects conceptuels, c'est vrai qu'il y a toujours une complexité, je trouve, pour distinguer finalement ce qui relève de l'investissement social et ce qui ne relève pas. Avec deux enjeux, on peut aussi observer cette notion-là du point de vue, je pense, des objectifs qu'on attribue aux politiques sociales. Donc ça, je pense que la typologie de Bruno Palier, Julian Greitzman et Celia Hauserman aide à distinguer dans les objectifs de politique publique ce qui relève plutôt du protectionnisme, de l'investissement. Justement, le fait qu'il y ait différentes catégories, ça aide à durcir chacune d'entre elles aussi. Et puis, par contre, deuxième enjeu, qui est pour moi un petit peu un angle mort, à mon sens, que j'arrive pas à appréhender, c'est on peut étudier l'investissement social du point de vue de ses effets, et donc regarder en quoi un instrument d'action publique a réellement eu des effets d'investissement social. Pour l'instant, c'est essentiellement dans des travaux quantitatifs qu'on le retrouve, très économie politique. Et donc, pour ma part, je n'ai pas encore su comment intégrer cette dimension-là à la thèse. Donc voilà, c'est encore une affaire à suivre, mais je vous remercie beaucoup pour vos remarques. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci encore une fois à Patrick Assentoffel et Olivier Giraud qui ont pris de leur temps pour discuter cette première demi-journée. Écoutez, je pense que l'heure est assez tardive, donc je vous propose de conclure ce séminaire pour ce matin. Donc on se retrouve pour la suite à 14 h, avec les présentations d'autres collègues, Claire Osuré, Alessia Lefébure, Yann Lebaudot et Françoise Jabot. Voilà, à très vite.